bonsoir messieurs, merci de votre fidélité. C'est tout au clair sur la télévision du Monde, édition de ce mercredi qui est définitivement lancé ce soir. Et ce soir, deux sujets au menu, des sujets pour lesquels nous ne manquerons pas de débattre avec nos invités triés sur le volet. Le premier sujet est en rapport avec les conseils régionaux. Les uns ou les acteurs politiques estiment qu'il s'agit davantage d'un simulacre de décentralisation. La question est au cœur du débat ce soir avec ces hommes qui vont meubler ce débat ce soir. Aussi, nous parlerons de la COVID-19, notamment de la résurgence de la pandémie en Europe, en Amérique et même en Afrique. Le Cameroun, en une semaine, d'après le point fait par le ministre de la Santé publique, a enregistré un peu plus de 1600 cas en une semaine. Situation préoccupante du point de vue du docteur Manaouda Malachi qui impose le respect des mesures barrières, mais bien plus une mesure forte ou une solution. Et du point de vue des ministres de la Santé des pays de la zone CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, le vaccin serait la solution. Et ce soir, nous posons la question, le vaccin comme solution à la résurgence du coronavirus. C'est une question qui est également posée dans le cadre de ce débat de ce soir. Sur la télévision du Monde, nous serons donc 4 acteurs à nous accompagner et parmi eux, le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, César Honoré Ngoma, par ailleurs conseiller municipal à Douala 3e. Bonsoir à vous, César. Bonsoir, M. Frédéric. Bonsoir à mes co-panélistes que vous allez présenter tout à l'heure. Bonsoir un bonsoir particulier à toutes les familles endeuillées par rapport à l'accident survenu à la falaise de Tchandjou. Donc, mon parti, au nom du RDPC, présente toutes les condoléances à toutes ces familles. Et c'est avec un cas mécrit que je vais représenter mon parti ce soir. Nous avons, d'après les chiffres officiels, plus d'une cinquantaine de familles qui sont endeuillées. Vivement que nos conducteurs prennent conscience et également la population tout entière prennent conscience de la gravité qui mine la ressource qui est la leur lorsqu'ils tiennent le volant. Nous saurons encore définir les causes de cet accident, mais toujours est-il que c'est un accident de plus qui nous amène des pères de famille, qui nous laisse orphelins, qui nous laisse des vaillants compatriotes qui étaient des acteurs de notre société. Vivement une mémoire profonde par rapport à triste et profonde par rapport à ce drame qui frappe notre pays tout entier. Merci beaucoup à vous, César Honoré Ngoma. Vous le savez, c'est une actualité également un mercredi noir au Cameroun. Cet accident de la circulation a réussi dans la nuit de mardi à mercredi au lieu dit falaise de Tchang, de Sanchou, selon l'appellation. 53 morts sur le carreau après une collision qui a abouti à une explosion du camion citerne, mais également du bus de transport interurbain appartenant à mois voyage, des morts sur le carreau qui laisse également dans la consternation de nombreuses familles. Autre acteur nous accompagne ce soir dans le cadre de cette émission, c'est le représentant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Serge Yumbi, c'est son nom. Bonsoir à vous. Bonsoir Frédéric. Merci une fois de plus de m'avoir invité sur votre plateau. Je vais emboîter le pas à M. César pour souhaiter les condoléances les plus attristées aux familles éprouvées. Et vous savez, lorsqu'il y a un mort d'homme, tout s'arrête. Et tout à l'heure, il a censé inculper la population, mais toutefois en oubliant d'inculper également l'organe régulant, qui est l'État du Cameroun. Vous savez, à cela quelques jours, nous avons compté près de 27 morts. Mais nous constatons ensemble que nos routes sont des mouroirs, sont des tombeaux ouverts. Et il faudrait qu'après l'hécatombe d'hier, que l'État camerounais puisse prendre sa responsabilité pour que ça puisse au moins s'amoindrir. Sur ce, ça me ferait toujours plaisir que vous m'invitez sur votre plateau, même si ça fait longtemps. Merci. Merci à vous de revenir également dans le cadre de ce débat, cet échange intellectuel sur la télévision du Monde. Deux autres acteurs vont nous accompagner, un est expert en management. Nous l'avons invité dans le cadre de ce débat ce soir. Joseph Mboutouzé, c'est son nom. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir Frédéric.
Vous savez, après ce qui est arrivé à Tchang, aujourd'hui, personne ne peut rester indifférent. Et je m'associe aux autres pour souhaiter les condoléances à ces familles qui sont très éprouvées aujourd'hui. Perdre la vie dans les conditions dramatiques que nous avions vues à travers des vidéos qui ont circulé est quelque chose de très 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 difficile. Non seulement que vous perdez un être qui vous est cher et vous le voyez consumé dans des feux de ces voitures, c'est tellement triste. Il semble même que ce n'était pas une citerne, ça devrait être un camion qui portait plutôt du carburant frelaté. Et cela nous permet de convoquer ici le civisme des Camerounais pour que nous puissions éviter ce genre de débordement qui cause des pertes en vies humaines importantes. Merci à vous, Joseph Mboutouze, d'être avec nous ce soir. Un autre acteur politique est avec nous ce soir. Il est conseiller municipal également dans la 3e, en charge aussi dans Fan Zone, à raison de ce CHAN. Vincent Yédé est le représentant du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN. Bonsoir à vous, Vincent. Bonsoir à vous et bonsoir à tous mes copanélistes. Je vais m'incliner ici à la suite de mes copanélistes à la mémoire des Camerounais qui sont restés de manière tragique sur l'axe de Douala-Bafoussam. C'est une situation qui nous attriste, donc nous voulons présenter nos condoléances à toutes les familles et justement en appeler à la responsabilité des acteurs, surtout de ceux qui conduisent, ceux qui ont la responsabilité de conduire les populations, et aussi pour ceux qui mènent un certain nombre d'activités sur ce tronçon-là, surtout des activités illicites, ce qui semble être à l'origine de cet accident, bien que nous n'ayons pas encore les conclusions de l'enquête que le gouvernement va conduire. Je voudrais également, comme vous l'avez si bien dit, saluer tous les membres du comité local en charge du village du Chan au niveau de l'entrée de la cité Chirac. Effectivement, la mairie de Douala 3e, compte tenu de la pandémie et du taux de remplissage du stade qui a été limité, a mis sur pied cet espace pour permettre aux populations, n'est-ce pas, de pouvoir suivre les matchs en direct et également de se recréer en même temps. Donc je salue tous ceux qui sont également de ce côté-là. Merci beaucoup à vous d'être avec nous sur ce plateau et permettez que nous puissions ouvrir avec M. Joseph Mboutouze. Joseph Mboutouze, les conseils régionaux sont effectifs. Vous le savez, l'élection a eu lieu le 6 décembre dernier. Cette élection avait été saluée par certains acteurs de la classe politique, même si d'autres acteurs ont boudé. Cette élection-là, elle a permis de mettre en place des conseils régionaux. Les tout premiers bureaux exécutifs sont désormais connus. On doit pouvoir dire finalement que la décentralisation est véritablement dans le pipe de son effectivité. Oui, la décentralisation est à toutes les institutions qui permettent qu'elle soit véritablement mise en œuvre. Avant, nous avions les mairies. Aujourd'hui, nous avions les régions. Parce qu'il ne faut pas oublier que les collectivités territoriales décentralisées, c'était aussi les mairies et c'était déjà aussi la décentralisation. Puisque depuis, il y avait une loi qui était votée sur la décentralisation. Elle est seulement parachevée par la dernière institution que tout le monde attendait encore, qui est donc la région. Maintenant que ces régions vont commencer à fonctionner, nous allons devoir attendre un peu pour essayer de faire une évaluation à la suite de son implémentation effective pour voir si
les fruits vont tenir la promesse des fleurs. Alors, Sajumbi, on se souvient, en annonce de ces élections, le MRC avait boudé, avait d'ailleurs demandé de ne pas suivre la logique du gouvernement, la mise en route de ces conseils régionaux. Aujourd'hui, ils sont là. Les présidents et les bureaux exécutifs de ces conseils sont connus. C'est plutôt une belle avancée pour la démocratie camerounaise. Moi, je pense que c'est du pipeau. Et je vais vous dire pourquoi. Vous savez, les gens ont pris des balles en 91 pour que plus tard, 5 ans plus tard, en 96, lors de la réforme constitutionnelle, qu'on puisse intégrer ce qu'on appelle la décentralisation. Et depuis lors, ils ont attendu une vingtaine d'années pour que les jeunes prennent les balles au sud-ouest et au nord-ouest pour implémenter. Moralité, le régime n'a jamais voulu passer la main. Le régime n'a jamais voulu diminuer son pouvoir. C'est pour cette raison que si vous prenez les textes qui régissent cette décentralisation, vous allez constater que l'exécutif a encore la main mise dessus. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi on parle de la décentralisation, mais nous voyons encore comment, par décret présidentiel, on nomme les secrétaires. Nous voyons encore comment le ministre de Mindevel avec le Minefi nomme des receveurs. Donc vous connaissez bien les relations institutionnelles entre le maire, s'il faut prendre le cas de la mairie, entre le maire et le receveur municipal. Parce que le receveur sait que sa fonction et son pouvoir ne viennent pas de son patron. Donc voilà les quoi qui vont, qui vont déranger le fonctionnement. Quand vous écoutez M. Boutouze, lui n'est pas sûr de ça, puisqu'il dit, nous allons attendre, la promesse, le résultat de la promesse des fleurs. Or, nous pensons que tel que le régime fonctionne, il est difficile, actuellement, avec ce code qui régit les collectivités territoriales décentralisées, que nous puissions réussir à faire vraiment une vraie décentralisation. Donc nous restons sur notre fin. Et c'est pour cette raison que nous disons jusqu'à présent, nous n'avons pas regretté d'avoir boycotté. Alors, ils disent ne pas regretter d'avoir boycotté, mais tout de même, le PCRN était à ces élections régionales, malgré le mauvais résultat enregistré sur le terrain. Il reste tout de même à saluer au moins la volonté du PCRN à participer à ce scrutin-là. Mais aujourd'hui, le PCRN doit-il se dire qu'on est sur la voie de la décentralisation avec à la fois la prestation de serment des présidents des conseils régionaux sur l'ensemble du pays et aussi leur installation dans leurs fonctions respectives. Non, en fait, lorsqu'on observe ce qui se passe, je voudrais déjà dire que le PCRN, qui a effectivement pris part aux élections, ne regrette pas d'y avoir pris part. Il en sort renforcé parce que nous avons appris, comme nous l'avons dit en maintes occasions, nous avons également pu convaincre les conseillers municipaux de d'autres formations politiques à nous apporter leur soutien. Une fois que je l'ai dit, nous sommes également contents d'observer ce qui va se passer parce que le RDPC en réalité est mis face à ses propres contradictions. Nous observons et constatons que les textes sont appliqués, contrairement à ce que disait mon copanéliste du MSC là tout à l'heure. Effectivement, le texte sur la décentralisation prévoit que les secrétaires généraux soient nommés par le président de la République. C'est ce qui s'est fait. Il prévoit également que les présidents des conseils puissent nommer les membres des commissions, ce qui n'est pas encore le cas. Donc, on attend toujours. Mais quand on voit entre l'installation et le moment où le texte nommant les secrétaires généraux est sorti, il s'est passé 3 jours. Donc, on peut quand même pour une fois apprécier cette célérité. Bon, mais maintenant, dans le fonctionnement, nous sommes quand même inquiets. Et c'est à ce sujet que je voudrais vous rappeler la sortie qu'a fait le président national du PCRN qui faisait observer que vraiment même par élégance, il aurait été mieux que c'est quelqu'un d'autre qui installe les présidents des conseils régionaux. Le fait qu'il soit installé par les gouverneurs des régions
prouve déjà la volonté du gouvernement à garder la main sur ces différents conseils. Et lorsque vous voyez même déjà le premier déploiement, en réalité, les membres du conseil, tous, ne savent pas trop dans quelle sauce est-ce qu'ils seront mangés. Seuls semblent le savoir le gouverneur et des représentants de l'État qui savent exactement où est-ce qu'ils sont en train d'aller, mais parce qu'on a eu le temps de discuter avec des conseillers régionaux, je vous dis que jusqu'à l'heure où nous parlons, ils ne savent pas de quoi sera fait le lendemain. Nous souhaitons tout simplement, comme l'a dit M. Mboutou, nous souhaitons tout simplement que, pour une fois, parce que, et c'est là où je lui emboîte de pas, fort de ce que nous avons vu dans les mairies, pour une fois, au niveau des régions, qu'il y ait un fonctionnement qui permette aux collectivités décentralisées de s'exprimer. D'accord. Alors, on va y revenir, rassurez-vous. Vincent Yédé, César René Ngomon, il est né depuis l'installation des responsables des tout premiers conseils régionaux, donc du bureau exécutif, une polémique autour de la cérémonie, des cérémonies d'installation qui ont eu cours sur l'ensemble du pays. Ces 10 cérémonies ont été présidées par les gouverneurs des régions. Pourquoi les gouverneurs, pas le ministre en charge de la décentralisation et du développement local? C'est la question qui a été posée par tous les acteurs politiques et notamment le président national du PCRN, l'honorable Cabral Libby, qui a d'ailleurs estimé que c'est faire fausse route en donnant la possibilité au gouverneur des régions d'installer les patrons des conseils régionaux. Quel est votre point de vue sur cette question? Monsieur Frédéric, il faut saluer la dynamique institutionnelle qui a connu son parachèvement par rapport à la mise sur pied de ces différents conseils régionaux. Et pour répondre à votre préoccupation, je vous en voudrais de ne pas pouvoir faire observer à mon copanéliste de droite et celui d'en face qui semble ignorer le processus qui conduit aux différents constituants locaux qui encadrent le cheminement, le parachèvement de ce processus de décentralisation. En français facile, les maires qui sont issus de l'élection populaire l'exécutif communal prête serment devant qui? Les mairies des villes prêtent serment devant qui? Est-ce à dire que parce que le maire prête serment, ou alors prête serment devant le président du tribunal, le président du tribunal est, ou alors l'installe, ou parce que le préfet l'installe, le préfet est son chef hiérarchique? Non. Est-ce parce que le président de la République prête serment à l'Assemblée nationale que M. Kavaye Djibli donnerait les ordres au président de la République? Non, je voudrais qu'il faut qu'on redescende sur terre. Ne cherchons pas la bête noire. Là, il n'y en a pas. Je pense que le processus de décentralisation a connu son parachèvement. Et ce que les populations attendent, c'est que vivement que leurs élus locaux ne soient plus éloignés de leurs préoccupations et que ces élus locaux soient le vrai relais de leurs préoccupations. C'est ce que les populations qui nous suivent ce soir attendent. Donc ce n'est pas de savoir donc vous nous dites qu'il n'y a pas de prééminence entre le gouverneur de la région et le président de la région, sachant que c'est le gouverneur, bien évidemment, qui a donné la possibilité au président d'entrer en fonction. Mais, monsieur Frédéric, est-ce que c'est parce que son excellence, monsieur Paul, lui a prêté serment à l'Assemblée nationale devant oui, il n'est pas installé par... le président de la République est installé par qui? Vous pouvez répondre? Ça vous demandez. C'est la question qu'on peut nous poser. Il prête serment à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui représente qui? Le peuple camerounais, le président de la République prête serment devant le peuple camerounais. Il faut le dire aussi simplement. Oui, on l'a compris. Alors là. Et c'est suffisant. Est-ce parce que... S'il vous plaît.
pour qu'il entre en fonction. Oui. Et maintenant... Et maintenant, je viens à vous. C'est intéressant. Le président du tribunal qui rend justice au nom du peuple camerounais et devant qui le président du conseil a prêté serment est largement suffisant pour que le président du conseil entre en fonction. Et je voudrais vous dire, puisque nous faisons tous partie de la mairie de Douala 3, je vous dis que une fois que l'exécutif de Douala 3 a prêté serment, il est entré en fonction jusqu'aujourd'hui. Ça fait 1 an. Nous sommes d'accord? Donc, le président du conseil aurait bien pu entrer en fonction sans subir cette humiliation qu'il a subie là. non, ce n'est pas De se faire installer par le gouverneur. C'est ce que nous disons. D'accord, merci beaucoup à vous. César, on a reçu cette question, s'il vous plaît, rapidement. Qu'est-ce que le processus prévoit? Mais c'est un mauvais processus. Non, qu'est-ce que le processus? Oui, on a tous. Si pour l'instant c'est un mauvais processus, attendez quand vous serez au pouvoir pour que vous changez. Mais pour l'instant, la réglementation, les lois en vigueur voudraient que le maire soit installé par le président du tribunal et qu'il soit installé par le préfet. Les maires de ville prêtent serment et sont installés par le préfet et prêtent serment devant le tribunal. Le président de la République devrait être installé par l'Assemblée nationale qui représente le peuple camerounais. Les présidents des régions prêtent serment ou prennent fonction, sont installés par les gouverneurs. C'est ce que prévoit la Constitution. Maintenant, si vous avez des améliorations, attendez quand vous allez accéder au pouvoir. D'accord, merci beaucoup. Pour l'instant, c'est ce que prévoient les lois de la République. Alors, ces lois de la République peuvent ne pas forcément donner la plénitude de la fonction à ces autorités qui entrent en fonction. On attend davantage que le président de région soit le plus proche des populations. Alors, si dans cette perspective-là, de l'installation qui a eu cours, on a le sentiment que le président de région devra rendre des comptes automatiquement au gouverneur des régions. Oui, Frédéric, vous voyez un phénomène qui se passe au Cameroun. Les gens, au lieu de poser le problème en amont, ils viennent s'indigner en aval. Parce que je suis étonné que depuis que le président a fait nommer les secrétaires généraux, il y a des voix qui se lèvent, alors que tout le monde savait de par la loi que le président devait nommer les secrétaires généraux. Nous avons dit de changer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, franchement, c'est-à-dire que cette polémique qui est née hier aurait dû être intensifiée depuis que cette loi a été votée par le Parlement. Alors, il faut que les gens sachent que on peut contester les lois. C'est le rôle du juge administratif au Cameroun. C'est-à-dire que si au départ, ils avaient vu qu'il y avait quelque chose qui ne tenait pas dans l'article qui indiquait clairement que le secrétaire général... D'abord le président, on a encore le président. Que le président de la région soit installé par le gouverneur de la région. Voilà, et que le secrétaire général sera nommé par le président de la République. Et d'ailleurs, on a balisé les attributs qu'un secrétaire général de région doit avoir. On a dit un haut fonctionnaire de la République ayant des compétences en management des collectivités territoriales décentralisées. Le président n'a pas pris sur lui de prendre un acte qui nomme les secrétaires généraux des régions. C'était prévu par la loi et le président l'a fait conformément à la réglementation en vigueur. Mais maintenant, où voulez-vous qu'on prenne les secrétaires généraux de ces institutions qui sont seulement en gestation? Est-ce que on pouvait trouver des compétences ailleurs que dans l'administration publique? Parce que il faut savoir qu'il y a l'exécutif régional. Et dans l'exécutif régional, il y a les secrétaires. Non, on en vient. Le même débat. Non, s'il vous plaît. Et personne n'a parlé des secrétaires généraux. S'il vous plaît. Permettez à M. Mboutouzé d'aller. Il nous mène en bateau. S'il vous plaît. Non. Monsieur Vincent Hédin. Finalement, ce n'est pas le même débat. Monsieur Vincent Hédin. Merci. Je te en train de dire qu'il y a l'exécutif régional. Et dans l'exécutif régional, il y a le secrétaire qui est chargé de tous
les activités qui se passent au sein de l'exécutif régional. Et maintenant, attendez, il faut que je finisse, c'est important. Oui, les gens doivent le savoir. Avant d'arriver au secrétaire général, il y a le président de région. Est-ce qu'il bénéficie aujourd'hui de toute la légitimité nécessaire, étant passé par devant le gouverneur pour prendre les rênes d'une région ou d'un conseil régional? Mais écoutez un peu, il ne faut pas que les commentaires... S'il vous plaît. Il ne faut pas que les... Le gouverneur nommé, le président du conseil est élu, ça pose quand même un problème dans la gestion collective. Non, écoute un peu. Il ne faut pas que c'est-à-dire les questions qui sont soulevées dans les chaumières et dans les quartiers prennent le pas sur... Ce sont les questions fondamentales. Non, c'est pas tout simplement parce que, Frédéric, le président du conseil est un élu. Le gouverneur représente l'État au sein des conseils régionaux sans voix délibérative. Parce que nous vivons quand même dans un État de droit et dans un État où l'exécutif doit quand même avoir le contrôle sur des activités qui peuvent créer grief aux populations. Si on ne peut pas dire que l'État va totalement abandonner les conseils régionaux sans savoir si les décisions de ces conseils peuvent être de nature, au lieu de concourir à l'épanouissement des populations, mais plutôt à créer un mal-être. C'est pour cela que l'État doit quand même veiller. Parce que le rôle fondamental de l'État, c'est de garantir le bien-être des populations. Alors, vous aurez souhaité que l'État vienne réagir quand les actes sont déjà posés. Il faut que l'État veille à ce que toutes les décisions qui seront prises au sein des conseils régionaux ne seront pas des décisions contre nature qui vont violer la loi ou alors qui vont plutôt aller contre l'intérêt des populations. C'est pour cela que le représentant de l'État, qui est le gouverneur, assiste aux conseils régionaux, mais sans voix délibérative. Ça veut dire que lorsqu'une décision doit être votée, le représentant de l'État n'y participe pas. Voilà. Il faut que... tout simplement de la régularité de cette loi-là. Alors, Serge, sur cette question, on va peut-être en sortir définitivement. Pourquoi aujourd'hui revenir sur la polémique née de l'installation? Pourtant, la loi est suffisamment formelle et que là-dessus, c'est une loi qui a été validée et qui fait partie du corpus judiciaire et législatif camerounais, donc qui permettrait simplement de donner l'implémentation de la décentralisation à travers ces installations. Oui, vous voyez que nous restons cohérents avec nous-mêmes. Tout à l'heure, M. Boutouze était en train de faire la remarque selon laquelle c'est maintenant qu'on relève. Nous avons relevé ça depuis. Changeons les règles du jeu avant d'aller aux élections. Vous avez dit non. Nous avons fait des marches pacifiques. Nous avons embastillé. Nous continuons à dire que ce n'est pas bon. Vous voyez que vous avez de la peine à défendre ce qui vient de se passer, alors que les choses n'ont pas encore commencé. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas deux choses. Dans quel cadre vous l'avez dit? Dans quel cadre comment nous avons fait? Nous l'avons revendiqué, nous l'avons écrit, nous avons fait des marches pacifiques. C'est moi qui ai la parole. Et comme je veux les marches pacifiques, c'est atteinte à la sûreté de l'État, c'est être terroriste, alors que c'est prévu dans la Constitution. Vous m'avez embastillé et je profite de l'occasion pour dire à mes camarades qui sont embastillés beaucoup de courage et que bientôt la fin du RDPC. La fin du RDPC à l'horizon. Doit-on s'attendre simplement à entériner, à se dire que malgré cette installation faite par les gouverneurs de région, la plénitude reste tout de même au président du conseil régional d'implémenter l'action qui est la sienne? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ça, c'est la théorie. Vous savez, il y a une différence entre la théorie et la pratique. Si vous prenez par exemple, comme là tantôt le président du PCN, le conseil municipal, quand vous lisez les textes, c'est splendide, mais dans la pratique, vous voyez comment parfois le maire souffre. Il fait pieds et mains liés pour faire peut-être lors du conseil municipal, lorsque c'est validé, vous voyez un monsieur sous-préfet ou un préfet, il ne valide pas. Tant qu'il ne valide pas, ça ne passe pas. C'est la même chose qui va se passer au niveau du conseil régional, c'est bis repetita. Nous attendons simplement que le RDPC continue à gagner du temps parce qu'ils sont experts en temps, c'est-à-dire ils aiment l'usure.
Pour qu'après 5 ans, on dit non, on avait mal fait le conseil régional, il faut qu'on recommence. Ils aiment bien ça, le bis, le petit A. Nous disons les règles du jeu sont mauvaises. Et moi, particulièrement, je n'attends rien de ce conseil régional. La polémique est née davantage avec la sortie du président national du PCRN. Pourquoi le ministre des Verts, le ministre délégué, le ministre de la décentralisation et du développement local, alors que, comme lui, autorité de l'État, le gouverneur en est une autre? Non, mais sauf si vous n'avez pas bien suivi tout à l'heure. J'ai fait observer que, et je reprenais d'ailleurs ce que disait mon collègue Honoré, pour dire que le président de la République prête serment devant l'Assemblée nationale. Une fois qu'il a fait, on ne l'installe plus. Parce que cette Assemblée nationale a la légitimité du peuple. Qui devait l'installer. Élu du peuple. Élu de la nation. Mais Il n'y a pas autre chose au-dessus de l'Assemblée nationale. On ne devrait pas s'attendre à ce qu'une autre autorité au-dessus de l'Assemblée nationale installe le président de la République. Mais l'Assemblée représente le peuple. On est peut-être pas dans la même configuration. J'aime bien quand vous me perturbez comme ça. Mais pourtant, là, tout à l'heure, vous avez laissé M. Mboutou dérouler. Mais je l'ai perturbé aussi. Dire des choses qui n'avaient rien à voir avec la question que vous aviez posée. Maintenant, c'est moi que vous décidez de faire. Maintenant, vous portez des Ce que je disais, vous portez des jugements subjectifs sur moi. Vous-même, vous n'êtes plus dans votre rôle. je réponds à la question en disant que pour ce qui est des présidents des conseils, une fois qu'ils ont prêté serment devant le président de la Cour d'appel, qui rend justice au nom du peuple camerounais, c'était largement suffisant. On pouvait se passer de cette situation humiliante de notre point de vue. Pourquoi vous parlez d'humiliation alors que c'est une autorité face à une autre autorité? Nous sommes là face à une institution qui est en train de s'installer et qui va se mettre à l'opposé d'une autre institution qui existe déjà, tout quasiment au même niveau, tel qu'on nous l'explique dans le code de la décentralisation. Donc, tous sont au même niveau, l'un représentant l'État et l'autre les collectivités décentralisées. Donc, il n'était pas de bon ton. De notre point de vue, c'est inélégant. Et c'est ce que notre président national a relevé. Et ça n'augure donc pas d'une collaboration saine et au même niveau. C'est-à-dire, on voit déjà en sourdine la même mise de l'État dans la supériorité de l'une à l'autre autorité. Et rien ne nous permet de douter de cela, fort de tout ce que nous vivons déjà dans les autres collectivités décentralisées, telles que nous le disons. Qui sait, monsieur le sait que lorsqu'on finit de délibérer à la commune de Douala 3e, il faudrait que le préfet valide nos délibérations. Nous qui avons été élus par le peuple, il faudrait que le préfet valide. S'il ne valide pas nos délibérations, ne passe pas. Et c'est la même chose qui va se passer au niveau du conseil. Et je voudrais vous rappeler que le conseil, le président du conseil n'a qu'une voix consultative. Il n'a qu'une voix consultative. Toutes les propositions que vous pouvez apporter, aucune de ces propositions ne peut passer comme une lettre à la poste. C'est des propositions qu'il fait au niveau du représentant de l'État qui les porte. Et l'État maintenant, le gouvernement, juge de l'opportunité des différentes propositions qui ont été faites. Donc, à ce niveau-là, nous disons que cette décentralisation, nous souhaitons vivement, et c'est pour ça que je l'ai dit à l'entame de mon propos, que ça tombe bien parce que le RDPC est face au RDPC. Parce que ne l'ignorez jamais, nous l'avons vu, le gouverneur cotise. Lorsqu'il s'agit de faire les cotisations dans le RDPC, tous cotisent. On a vu la note qui a circulé, non. Nous avons tous vu la note. Ce n'est pas des déclarations que nous faisons comme ça. Lors des dernières élections, lors de la dernière campagne, nous avons vu la note qui fixait les montants de cotisation des différents membres. Et donc, nous disons que maintenant le RDPC est face à lui-même. Souhaitons donc tout simplement que la décentralisation tant souhaitée puisse donc effectivement être appliquée, tout simplement. Alors, M. Raymond, est-ce qu'on est dans cette décentralisation voulue, souhaitée, qui est peut-être loin du registre du Code général, hein, quand je dis registre, c'est l'esprit de la loi. Est-ce qu'on est en train de mettre les pieds dans le plat, comme on a coutume à le dire? Monsieur Frédéric, permettez-moi, je suis gêné. Pourquoi? J'ai en face de moi mon collègue Yédé qui également conseiller
Elle a mis Douala troisième comme moi. J'ai comme l'impression qu'il parle d'un conseil virtuel qui vit au sein du PCRN. Monsieur Yédé, le conseil communal de Douala troisième est souverain. Le préfet s'assure que les délibérations, les décisions qui ont été prises ont respecté la loi. Le préfet ne valide rien. Le préfet s'assure que les délibérations, les décisions qui ont été prises lors du conseil communal ont respecté le code de décentralisation des collectivités. Oui. Il s'assure. Alors, petite question. Le préfet préside ou assiste simplement? Le préfet ne préside pas. Le président du conseil communal s'appelle le maire de la commune. Il s'appelle le maire de la commune et il est élu par son conseil municipal. Son conseil municipal peut décider, c'est un tenant, de le débarquer. Il n'y a pas de débat dessus. Voilà. Donc, lorsque c'est dit, sur le deuxième point que vous avez évoqué tout à l'heure, lorsque vous plaignez que le président du conseil régional prête serment devant le gouverneur, ou installé par le gouverneur, vous êtes surpris à la veille de l'installation, ou alors cela existe dans les textes qui datent et qui nous ont conduits à ce processus. Il faut Dans dire aucun texte. Et à aucun moment, lorsque nous préparions ce processus, vous n'avez dénoncé cela. Rien n'était fait qui sort hors du cadre de procédure de la loi des collectivités territoriales décentralisées. Donc il faut le dire, Monsieur Yédé. Non, vous ne pouvez On a le même texte. On n'est pas prévenu. Oui. On a le même texte. Bon. Et il ne dit nulle part que le nous parlons ici des textes, sauf la preuve du contraire. Permettez. Je n'ai pas les textes avec moi. Et voilà, moi je les ai. Ce n'est pas écrit. S'il vous plaît, monsieur Nomon. La distraction que vous essayez de faire sur ce plateau, On n'est pas venu blaguer ici. vous n'allez pas distraire les téléspectateurs. Rien n'était fait qui n'a respecté les procédures prévues par nos lois. Et ce n'est pas ce qui préoccupe les Camerounais. Qu'ils soient installés par un préfet, par un chef du quartier, par un chef du village, c'est que les populations attendent. Bienvenue à la décentralisation. Nous avons les communes, nous avons les maires des villes, nous avons les présidents régionaux. Ils attendent que leurs élus locaux puissent être des intermédiaires immédiats par rapport au problème au quotidien. Voilà ce que l'était. D'accord. Oui. Donc arrêtez de nous distraire par on a installé tel. Le téléspectateur qui nous suit là, que dalle. Il n'en a pas besoin de ça. Merci beaucoup. Alors, comme il n'a pas Il est besoin... important. Oui, très rapidement pour chuter. Oui. Pour chuter, je voudrais tout simplement saluer une fois de plus le processus qui est mis en place. Vous êtes un élu local comme moi, et c'est nous qui avons élu ces délégués régionaux, ces différents conseils régionaux. Œuvrons pour qu'au bout de ces mandats, que vous et moi, nous puissions compétir, si jamais nous avons les ambitions de renouveler, pour que nous puissions parler avec un bilan palpable. D'accord. C'est ce que les populations nous avons des attendent. institutions Et ce que vous ne dites pas, je suis pas là, 5 secondes, ce que vous ne dites pas, nous, les innovations, c'est qu'il faudrait que les populations se prennent en charge. Les projets de développement, ce n'est pas le président du conseil régional ou le maire des villes ou le maire qui viendra, c'est les populations qui devaient s'organiser en comité pour identifier les différents problèmes qu'ils ont dans leur localité et pouvoir les transmettre à leurs différents conseillers pour que ça puisse avoir fait d'action immédiate. On parle justement de ces institutions-là. On a la mairie en termes de collectivité territoriale décentralisée. Aujourd'hui, on a la région. Les deux entités pourront se retrouver à faire la même chose, pratiquement. Puisqu'il est question pour les collectivités territoriales décentralisées, notamment les mairies, d'apporter le bien-être aux populations, mais aussi il a été demandé au président des conseils régionaux, avec les membres du bureau, d'œuvrer également pour l'amélioration du cadre de vie des populations. Ça fait pratiquement les mêmes missions pour deux entités
est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver dans des chevauchements? Pourquoi chevauchement? Moi, je pense que c'est plutôt les populations qui sont gâtées. Si à la fois ils ont les mairies qui se soucient d'eux, ils ont les régions qui se soucient d'eux, et il y a même l'État central qui se soucie aussi. Ça veut simplement dire que les choses seront faites de façon à optimiser le bien-être des Camerounais. Voilà. Et puis, c'est des vraies thématiques qu'il faut aborder. Comment on accompagne ces élus locaux, même nous qui ne sommes pas les élus locaux, pour que les projets qui sont montés à la base soient de nature à optimiser le bien-être de la population. C'est ça qui est important, parce que le reste, c'est des polémiques inutiles de savoir que le gouverneur a installé le président des régions. Le gouverneur, il est dans l'autorité déconcentrée. Il tient son pouvoir du président de la République. On dit qu'il a un pouvoir réglementaire délégué, parce qu'en réalité, le pouvoir dans l'exécutif est détenu par le président de la République. Maintenant, le président de la République délègue ce pouvoir à son gouvernement et aux autorités déconcentrées. Donc, lorsque le gouverneur installe un président des régions, c'est le président de la République qui le fait. Parce qu'on dit que c'est le même marteau qui frappe, on raccourcit seulement le manche. Donc c'est des polémiques inutiles. Hein, vous comprenez, Frédéric. Mais pourtant, on a des entités qui sont sur le terrain qui doivent apporter des actions concrètes pour les populations. On nous dit que les populations doivent se mettre ensemble pour justement aider également ces acteurs-là à mener à bien et surtout à la mission. Vous savez, c'est-à-dire les choses se prennent à tous les niveaux. D'abord, au niveau des collectivités territoriales qui sont plus proches encore des populations. Maintenant, la région participe de la vision globale dans la région. C'est-à-dire que c'est un problème de qui porte la vision et à quel niveau la vision est portée. Voilà. Et la vision qui est portée dans les collectivités territoriales doit rester en conformité avec la vision globale qui est portée par le président de la République. Vous savez que la vision actuelle, c'est celle d'un Cameroun émergent, uni dans sa diversité et démocratique à l'horizon 2035. Voilà la vision globale. Et maintenant, chaque président de région doit s'arrimer au développement de sa région en fonction de cette vision. Ça veut dire que dans les régions, il faudrait qu'on se rassure que l'unité dans la diversité est respectée, qu'on se rassure que les principes démocratiques sont respectés et qu'on se rassure que les choses sont conduites de telle manière qu'en 2035, que le Cameroun atteigne l'émergence. Voilà, cette vision est donc dévoyée aux instances décentralisées. Mais il ne faut pas oublier que, bien que nous parlons des CTD, il ne faut pas oublier que tous relèvent de ce qu'on appelle le grand pouvoir exécutif. Les maires, les présidents des régions ne font partie du pouvoir, c'est-à-dire les décisions qu'ils prennent font partie du pouvoir de l'exécutif. Parce que c'est des pouvoirs qui rentrent directement dans le développement des populations à la base. Ils ne légifèrent pas, donc on ne peut pas dire qu'ils sont du pouvoir qui légifère. Ils ne prennent pas de décisions, donc ils ne peuvent pas être du pouvoir judiciaire. Ça veut dire qu'ils sont donc partie intégrante de la grande technostructure qui s'occupe du pouvoir, qui s'occupe donc, qu'est-ce que j'ai dit tantôt, qui s'occupent du pouvoir, qui sont de la base, de l'exécutif. Et c'est pour cela que l'État du Cameroun est resté d'abord un État unitaire, bien que décentralisé, mais nous ne sommes pas encore au niveau où les régions deviennent des entités autonomes, indépendantes. D'accord. Et il faut donc savoir que le pouvoir au Cameroun reste d'abord un pouvoir présidentiel, un régime présidentiel. Et tant que nous serons dans un régime présidentiel, toutes les entités, qu'elles soient
déconcentrés ou décentralisés, devraient quand même avoir le regard de l'exécutif pour se rassurer que les choses qui sont prises à la base sont conformes avec la vision globale qui est donc Cameroun uni dans sa diversité, démocratique et émergent en 2035. Les missions des conseils, s'il vous plaît, les missions des conseils régionaux sont connues. Il y a pas mal d'attentes autour de ces conseils régionaux. Vous êtes très pessimiste sur la question des conseils régionaux. Pourtant, c'est une opportunité offerte aux populations pour davantage mettre la population au cœur de l'action à la fois de l'État central, mais aussi de ces collectivités territoriales décentralisées. Je vais relever quelque chose. Si vous regardez le processus de financement défini dans ce code-là, il y a deux façons, par dotation et par transfert fiscal. Et vous allez voir que si lui, il est président du conseil régional et qu'il a son plan de travail, moi qui suis l'État, et que c'est moi qui dois faire la dotation, il va fonctionner à mon rythme. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Je peux décider de 200 francs, alors qu'il a des projets de 200 francs. Vous voyez comment l'État tient? Ça veut dire que, ce que vous avez dit tout à l'heure, moi je n'attends rien de ça. Parce qu'il a dit tout à l'heure, c'est le RDPC, la population. Je ne fais pas dire la population, c'est le RDPC pour le RDPC. Quand c'est par dotation, c'est un peu comme on dit, le président de la République peut consulter s'il faut par exemple changer la constitution. Il peut passer par voie référendaire ou passer par l'Assemblée. Mais nous savons tous au Cameroun qu'il passe toujours par l'Assemblée, parce que ce n'est pas l'Assemblée qui manipule facilement. Donc, vous allez voir qu'en ce qui concerne le financement des régionaux, ils vont toujours passer par la dotation. Ils ne peuvent pas faire le transfert de la fiscalité. Et ça, il est question de faire le transfert. Mais puisqu'ils veulent, ces gens aiment l'argent, M. Montono. Le RDPC aime l'argent. N'importe où il y a l'argent. Vous avez vu, vous avez le recevoir, non? C'est pour contrôler l'argent. Là où il y a l'argent, le président de la République, directement, il a un pouvoir là-bas. Tout poste qui a l'argent, vous allez voir toujours dans notre pays que le président de la République doit nommer quelque part. Ou bien le munifie. Je vous dis la vérité, c'est au pouvoir. À partir du moment où vous passe par la dotation, je vous dis ce qui est vrai. À partir du moment où on passe par la dotation, vous mettez les pouvoirs du fonctionnement du conseil régional. Moi, je continue à dire, Monsieur César, continuez à perdre du temps. Continuez à perdre du temps jusqu'à ce que vous libérez. Est-ce que vous êtes sérieux? Je suis sérieux, c'est ce que je dis est vrai. Vincent, vous êtes sérieux? Il y a des membres, s'il vous plaît, monsieur. C'est incroyable ça. S'il vous plaît, monsieur. Restez poli. Il y a des messieurs et des dames qui prennent du temps à nous regarder. Non, mais monsieur, nous ne sommes pas dans une émission comique. S'il vous plaît. Nous ne sommes pas en comédie ici. Là, c'était la comédie. Monsieur, je vous précise. S'il vous plaît. Voilà. Alors, Vincent, autour de cette collectivité territoriale décentralisée, il y a des attentes nourries des populations. Mais est-ce que cette entité nouvelle qui est arrivée a suffisamment de moyens pour implémenter les désiderata des populations? Oui, je voudrais quand même dire aussi que si nous avons lancé ce cri, c'est juste un cri d'alerte. Ce n'est pas pour créer la polémique, ce n'est pas pour distraire. Nous leur disons, nous sommes vigilants, on vous observe. Vous commencez par installer le président du conseil, n'allez pas plus loin que ça. Tout simplement, n'est-ce pas que nous voulons distraire. Cependant, il faut quand même dire que c'est une bonne chose que ces conseils soient mis sur pied, parce qu'en réalité, ils vont exercer le pouvoir de surveillance sur la réalisation d'un certain nombre de projets à caractère régional. Je prends un exemple très simple. Une route qui devrait partir du Vouré pour l'Oncam. Vous voyez bien qu'elle traverse 2 départements. Qui contrôle les travaux? Ça devait être le ministère des Travaux publics à un moment donné. Mais maintenant, le conseil régional sera compétent pour se rassurer que les fonds qui ont été débloqués pour réaliser tels travaux sur telle période sont effectivement réalisés. Donc c'est quand même une bonne chose pour la population, parce que cette fois-ci, il y aura des gens qui pourront veiller, qui pourront... Vous voulez dire le budget d'investissement public ou les comités de suivi participatif du budget d'investissement public qui, justement,
s'attelait à organiser cela et tous étaient chapeautés par ce qu'on appelle l'autorité déconcentrée, les délégués départementaux, les délégués régionaux. Oui, mais vous comprenez donc que si on a décidé de conférer ces pouvoirs au conseil régional, c'est qu'on a observé toutes les limites. Vous savez, les fonctionnaires n'ont pas l'obligation de résultat. Ils ne requièrent pas les suffrages du peuple. Et du coup, quel que soit le résultat des travaux qu'ils ont suivis ou qu'ils ont menés, tant qu'ils sont en parfait accord avec leur hiérarchie, ils sont tranquilles. Maintenant, on tiendra pour responsables les conseils régionaux. On les tiendra pour responsables de la non-exécution de ces différents projets. Et c'est en cela que je dis, par exemple, que c'est une bonne chose, cet avènement. Et n'oubliez pas que les membres des conseils qui sont issus des communes vont faire partie d'office des conseils des dites communes et qui vont donc faire un aller-retour entre le conseil municipal et le conseil régional. Et les maires également, les maires pourront faire partie de ce conseil régional, évidemment avec une voix consultative. Mais c'est déjà une bonne chose parce que à un moment donné, il y avait comme coupure d'informations entre la base et le sommet. Mais maintenant, le maire de Yabassi, qui va prendre part au conseil régional du littoral, peut venir à Douala dire que la route qui partait de Kondjo pour Yabassi n'a pas été réalisée et qu'on a peut-être payé pour rien. Là, il pourra le dire, il pourra le dénoncer. Il n'avait pas cette tribune-là avant. Donc, nous disons que c'est une bonne chose que ces conseils soient mis sur pied. Mais nous déplorons tout simplement le fait qu'il n'ait pas assez de pouvoir, qu'il ne puisse pas aller au-delà de cela. Alors, il y a toujours une polémique qui naît. Hein. On a le sentiment d'être dans une piste répétitive, des institutions qui existent déjà, qui vont être répétées avec l'arrivée des conseils régionaux. Ça fait du doublon sur le terrain. Monsieur Moutomé, vous devez comprendre la gêne qui peut être celle du parti en face et celui qui est à côté de moi. Merci le président. Oui, parce que je voudrais bien qu'il nous explique par quelle alchimie un exécutif local ou régional qui n'arriverait pas à pouvoir réaliser un certain nombre de projets pour le bien de sa population, en quoi est-ce que, s'il a respecté les procédures, en quoi est-ce que le préfet empêcherait un maire de bien travailler? En quoi est-ce que le gouverneur empêcherait un conseil régional, un exécutif régional d'implémenter, de construire les routes, de construire les hôpitaux, d'habiller les hôpitaux, les écoles? En quoi est-ce que... Mais si celui-là sort au travers des procédures qui sont mises en règle par la loi de la République, automatiquement, le rôle du préfet, du gouverneur, c'est de le recadrer. Donc, il ne faudrait pas qu'on trouve... Bon, et vous savez, lorsqu'on est spectateur dans un processus comme celui-ci, je peux comprendre la position du PCRM, qui n'a aucun exécutif. Donc, ils ne sont là que pour regarder. Et vous connaissez un peu la posture d'un spectateur face aux ayants droit qui sont aux différents acteurs qu'on a sur la pelouse. Les meilleurs critiqueurs viennent toujours dégradants. Donc, nous pouvons leur comprendre que c'est légitime, en attendant qu'ils puissent bien apprendre et que peut-être un jour que le ciel les vienne en aide pour qu'ils puissent eux-mêmes se mouiller. Mais pour l'instant, les procédures ont été respectées. Le RDPC a la majorité, l'exécutif, que ce soit au niveau des communes, au niveau des régions. Rendez-vous en 2025. Mais votre prière, elle est comprise. Sauf que maintenant, vos doléances nous mettent une sorte de pression pour mieux travailler. Nous sommes la même commune, M. Yédé. Je voudrais que vous expliquiez, si vous avez un argument, avec le maire qu'on a chez nous là, qui semble donner la part belle, même au PCRM. Et donc, certains décrivent. Mais moi, je pense qu'il est dans son rôle, parce que s'il y avait des équivalents, des potentialités qu'il pouvait prendre ailleurs, il aurait pris. Dites-moi en quoi est-ce que le préfet
Bonsoir monsieur, bonsoir. Réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de Tout au clair, l'émission qui éclaircit la lanterne des téléspectateurs, des Camerounais et de tous les autres Africains. Retrouvez Frédéric Montomé tous les lundis, mardis et mercredis dès 21h dans Tout au clair. Tout au clair, votre talk show interactif de débat sans complaisance et sans détour sur l'actualité politique, économique, sociétale, culturelle et internationale. Un nouveau regard avec nos invités qui disent tout. Mais comme le président l'a dit l'autre jour, que tout le monde dépose les armes. Les gens avec qui nous devions dialoguer n'étaient pas les terroristes d'aujourd'hui. Merci beaucoup, M. En 2016, on s'est interrogé, mais comment ça s'est fait quand même? C'est pas 3 personnes, c'est près d'une centaine de personnes qui ont pu être embarqués à une zone inconnue. Quand même, c'est un peu compliqué. Rendez-vous donc tous les lundis, mardis, mercredis, dès 21h sur LTM, la télévision du monde. Bonsoir monsieur, bonsoir. Réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de Tout au clair, l'émission qui éclaircit la lanterne des téléspectateurs, des Camerounais et de tous les autres Africains. Retrouvez Frédéric Montomé tous les lundis, mardis et mercredis dès 21h dans Tout au clair. Tout au clair, votre talk show interactif de débat sans complaisance et sans détour sur l'actualité politique, économique, sociétale, culturelle et internationale. Un nouveau regard avec nos invités qui disent tout. Mais comme le président l'a dit l'autre jour, que tout le monde dépose les armes. Les gens avec qui nous devions dialoguer n'étaient pas les terroristes d'aujourd'hui. Merci beaucoup, M. En 2016, on s'est interrogé, mais comment ça s'est fait quand même? C'est pas 3 personnes, c'est près d'une centaine de personnes qui ont pu être embarqués à une zone inconnue. Quand même, c'est un peu compliqué. Rendez-vous donc tous les lundis, mardis, mercredis, dès 21h sur LTM, la télévision du monde. On fait l'objet de quelques manquements. Aujourd'hui, comme les mairies, les secrétaires généraux de conseils régionaux sont connus, 10 au total. La liste est assez fastidieuse sur le plan. Une liste de 10 personnalités qui ont été désignées par le chef de l'État. Et il y a quelques instants encore, Joseph Boutouzé essaie de nous expliquer concrètement de quoi il en retourne. Quel est le rôle d'un secrétaire général au sein d'une collectivité territoriale telle que la région? Oui, vous savez, il y a l'exécutif régional qui est le bureau donc qui va présider aux destinées du conseil régional. Il y a maintenant le conseil régional. Monsieur Yédé rappelait tantôt que les maires vont participer dans le conseil régional. Ça veut dire qu'il y a la grande technostructure administrative qu'on appelle le conseil régional. Et le rôle du secrétaire général est d'assurer l'administration de cette technostructure, dont son rôle n'est pas d'interférer dans les décisions du conseil régional, mais de garantir l'administration. Quand il dit l'administration, ça veut dire la gestion des ressources humaines, la gestion des ressources matérielles, de toutes les ressources dont dispose la région. Et c'est pour cela que dans les critères de nomination, on dit bien qu'il doit être un haut cadre de l'administration qui a des compétences avérées en management des collectivités territoriales décentralisées. Et il faut que les gens comprennent que ce n'est pas parce qu'on parle de décentralisation qu'on a créé des mini-États dans un État. C'est le pouvoir exécutif qui est géré de 2 manières, soit de manière déconcentrée, soit de manière décentralisée. C'est toujours le même pouvoir exécutif qui est incarné par le président de la République. Donc à chaque fois, le président de la République doit avoir un représentant dans ces structures-là pour que son autorité qui lui vient de ce qu'il est le garant du pouvoir exécutif soit tout le temps respecté et présent. C'est pour cela que au niveau des régions, le président de la République confie son pouvoir, je dis que c'est des pouvoirs qui sont délégués, confie donc son pouvoir au gouverneur,
au niveau des mairies, au préfet. C'est que le président de la République ne peut pas lui-même être à la fois dans les régions, dans les mairies. Et c'est pour ça qu'il prend ces autorités qui viennent donc de son pouvoir déconcentré et les affecte à la, au contrôle des activités de ces collectivités territoriales décentralisées. Ce n'est qu'à ce niveau. Il faut donc que les gens comprennent que tout ça relève du pouvoir exécutif qui est soit déployé de façon déconcentrée ou bien de façon décentralisée, mais tout ça relève du pouvoir exécutif. C'est pour cela que le président de la République nomme les secrétaires généraux des conseils régionaux parce que la Constitution lui donne le pouvoir de nommer aux emplois civils et militaires. Voilà. Et deuxièmement, et un aspect du problème que j'ai évoqué là et qui a semblé passer inaperçu, c'est que ces institutions décentralisées ne possèdent pas encore en eux-mêmes des compétences pour pouvoir les mettre au service, à leur propre service. Pour le moment, ce ne sont que les fonctionnaires de l'État central qui peuvent aller remplir ces compétences au niveau de ces collectivités. Maintenant, il arriverait peut-être où les régions vont ouvrir des écoles de formation, des cadres qui peuvent servir dans les collectivités territoriales, dans les conseils régionaux. On pourra voir, ces niveaux ne sont qu'au début. Donc, ils ne peuvent emprunter les compétences actuellement qu'au niveau de l'État central. Et je vais chuter en disant que le fonctionnaire n'est pas le fonctionnaire d'un parti politique ou bien du président de la République. Le fonctionnaire appartient à la grande technostructure qu'on appelle l'État, qui n'est pas une possession, une possession d'un président de la République. Ça veut dire que même si c'est César qui devient président de la République, c'est avec les mêmes fonctionnaires qu'il devrait travailler. Si M. Yébé devient président de la République, c'est toujours avec les mêmes fonctionnaires, que les gens cessent de croire que les fonctionnaires sont les fonctionnaires d'un président de la République ou d'un parti politique. Vous avez fait tout à l'heure, Serge, d'évoquer la question, lorsqu'on entamait ce débat, celle de ces conflits de compétences, très souvent dans les collectivités territoriales décentralisées, en présence des régions avec un bureau exécutif, ce qui n'est pas forcément le cas, même si on a les adjoints, mais dans la mairie. Peut-on s'attendre à des conflits de compétences très vite avec l'entrée en fonction des secrétaires généraux dans les conseils régionaux? C'est évident, dans la mesure où, si déjà dans les mairies on vit la situation, il n'en demeure pas moins que dans les conseils régionaux on vit la même situation. En même temps, Pierre n'est pas pour. Oui, mais il faut d'abord que les représentants du RDPC sachent sur ce plateau que si nous sommes arrivés à vouloir la décentralisation, c'est parce qu'ils ont échoué. Parce que si l'État unitaire décentralisé, comme je le dis souvent, si on était resté à l'État unitaire et avait des résultats probants, sauf qu'aujourd'hui nous ne sommes pas en train d'aller vers la décentralisation, même qu'on avait masqué. Donc, moi je sais comment le Cameroun fonctionne. Parce que même pour nommer ses secrétaires, c'est pas des réseaux. C'est pas des réseaux. Si je prends le cas de Yaoundé, où l'ex-délégué du gouvernement, on l'appelle qui Djimet Timevuna. Vous avez vu le problème qu'il a eu avec le questeur. C'est-à-dire, lui, à peine arrivé, il veut déjà faire intervenir un réseau. Je prends le même cas avec Yoki à Yaoundé. Lorsque le maire était décédé, il a voulu imposer une dame. Donc, ce qui va plomber le fonctionnement de la région, c'est le réseau au sein du RDPC. C'est-à-dire, le secrétaire général est là, mais il tient son pouvoir de quelqu'un de très haut. Et quand il regardera le président du conseil régional, en fait, ça sera avec mépris. Parce qu'il va se dire, moi j'ai le pouvoir, j'ai la fonction, ça ne vient pas de toi. Donc, il est difficile, après près de 40 ans de pouvoir, que ces habitudes changent radicalement. La question de ces compétences reste tout de même préoccupante. On a des entités nouvelles. On a également l'espoir de voir ces entités être différentes de celles qui ont déjà existé, notamment les mairies, avec leur tard et leur manquement. Peut-on espérer que ce soit différent au niveau de la collaboration saine à la fois entre
le président de région et l'autorité centrale, ou l'autorité déconcentrée, notamment le gouverneur, et d'autre part avec les secrétaires généraux et les receveurs qui viennent également d'être nommés? Bon, en fait, je ne vois pas de problème à ce niveau-là, puisque en réalité, le secrétaire général qui arrive, c'est lui le technocrate. C'est lui qui maîtrise l'administration. Le président du conseil, c'est un politique. Donc, il peut lui-même jamais avoir fait l'administration. Et le secrétaire général donc, va être un facilitateur, il va donc apprêter toutes ces procédures administratives qu'il maîtrise. Et pour ce qui est du receveur, c'est tout à fait normal que quelqu'un qui est habitué à la gestion, à la manipulation de l'argent soit nommé à ce poste-là. Donc, moi je ne vois pas le problème à ce niveau. Non, je vois plutôt le problème maintenant, tel qu'il a dit, les différents trafics d'influence qui peuvent se faire à ce niveau-là. Il y aura surtout des balbutiements parce qu'en réalité, comme je l'ai dit jusqu'à présent, personne ne sait comment est-ce que la région va fonctionner normalement. Certainement, ils sont déjà au travail ou ils vont se mettre au travail pour arrêter le procédé au niveau maintenant de la relation avec le gouverneur, tel qu'on le disait tantôt. Parce que, ne l'oubliez jamais, les textes disent que le gouverneur peut les convoquer, le gouverneur peut. Donc, quand on renverse un peu le président de la région, on ne dit pas qu'il peut. On ne dit pas qu'il peut, il peut. Donc, à ce niveau-là, mais comme je l'ai dit, tout ce temps de RDPC, on devait logiquement s'attendre à ce que ça se passe bien. Si ça avait été quelqu'un, peut-être, d'un parti d'en face, bon, à partir de ce moment-là, on pourrait vivre des blocages voulus, voulus par l'administration. Je voudrais quand même rappeler à mon collègue César que lorsqu'on vient faire un débat comme celui-ci, on débat sur les idées, on débat sur... Vraiment, on évite des débats de personnes. Je n'ai pas apprécié le tacle tout à l'heure qu'il a voulu me faire avec la mairie de Douala-Toua. Nous ne parlons pas de notre mairie ici. C'est un tacle maintenant après. Nous ne parlons pas de notre mairie ici. Restons élégants. Qu'on reste élégant, c'est un jeune politicien, il a de l'avenir devant lui, il n'a pas besoin de se prêter à ce genre de mauvais jeu. D'accord. Alors, il y aura-t-il des blocages dans la gestion dans les collectivités territoriales décentralisées, notamment dans les régions? Il y a plusieurs autorités qui entrent en fonction. Ces autorités devraient pouvoir travailler main dans la main pour le bénéfice des populations. C'est un vœu. On a tout intérêt. C'est pas un vœu. C'est pas un vœu creux. Je pense que pour essayer de... C'était pas une table, collègue, rassure-toi, je voulais tout simplement dire aussi les choses telles qu'elles sont, c'est pas un pacte. Pour rester sur la question que... Oui, je reste sur de flexibilité. Donc, je voulais rassurer, c'est un ami, et j'encourage même parce que c'est des amis, c'est des collègues, et je pense que dans cette dynamique, il y a de la matière. De la dynamique dans les conseils régionaux. Mais c'est des hommes qui ont été choisis sur la base d'un certain nombre de critères. Pour la plupart, ils sont pétris d'expérience. Ça ne suffit pas. À ce que je sache, oui, il serait suffi si le MSC s'était engagé, mais malheureusement, vous êtes à la touche, vous nous laissez faire. Donc, on n'en a pas besoin de toutes les façons. Donc, je pense que le RDPC a suffisamment la matière pour pouvoir répondre aux différentes attentes. Maintenant, le résultat, vous continuez à penser que nous sommes dans une république virtuelle. Nous sommes dans une république réelle. Et c'est celle-là dans laquelle on a besoin d'implémenter tous ces projets et la décentralisation voulue par le peuple camerounais. Donc, pour répondre à votre question, les hommes qui sont représentés dans ces différents conseils, ce n'est pas des gens lambda qu'on a ramassés dans la rue. C'est des gens qui ont subi un certain nombre d'étapes
Et aujourd'hui, la concrétisation a leur donné le pouvoir aujourd'hui d'être élu conseiller régional, leur donne une certaine crédibilité. Et je pense que, un compagnoniste l'a dit tout à l'heure, nous allons juger le maçon au pied du mur. À ce que je sache, Yédé et moi ici ne me démentiraient pas, nous avons suivi la campagne de bout en bout. Les uns et les autres sont venus à notre rencontre pour nous présenter leur projet de société, qu'est-ce qu'ils devaient faire. Et c'est également le même processus. Il y a une profession de foi sur laquelle ils nous ont séduits. Et je pense que même quand le PCRN allait voter le RDPC pour certains, je pense que c'était en âme et conscience qu'il n'y avait pas mieux. Donc on ne saurait nier sur ce plateau qu'il y a de la bonne graine, il y a de la meilleure graine au RDPC. Donc vivement tout simplement que les bonnes idées qui peuvent venir de part et d'autre, et même ceux qui ne sont pas allés à la cause, le président de la République l'a dit, débattons, ne combattons pas. Si vous avez des projets, venez les présenter aux différents élus, aux voisins et autres. C'est à cela que la population attend. Les projets ne vont pas tout simplement se réaliser quand vous serez peut-être au pouvoir dans 100 ans ou 200 ans. Si, entre-temps, il y a des populations qui attendent, avec lesquelles, lorsque vous avez commencé votre campagne, vous avez suscité beaucoup d'espoir. Mais malheureusement, vous avez rebroussé chemin. Ils attendent. Mettez ces projets, faites-les connaître, et nous qui sommes les élus locaux, moi je serai prêt. Si vos projets sont vendables, sont digestes, moi je les présenterai à l'exécutif communal de Douala 3e et nous allons les implémenter. Et je ferai le témoignage que ces projets viennent de certains camarades, de certains compatriotes de l'autre parti. Alors, le vœu, c'est de voir ces collectivités territoriales décentralisées, notamment la région, se mettre au service des populations à la base. C'est la volonté de tous les acteurs sur ce plateau, même si certains restent sceptiques sur la capacité à la région de pouvoir s'implémenter et donc de mettre en œuvre cette décentralisation. Le PCRN, à travers son président, a parlé de simulacre de décentralisation. Vous avez des uns et des autres restent tout de même divergents sur la question de cette décentralisation qui est en cours à travers les collectivités territoriales décentralisées et notamment les conseils régionaux, donc le président et le bureau ont effectivement pris fonction à travers des cérémonies d'installation et dans la foulée on a connu la nomination des secrétaires généraux dans les 10 conseils régionaux, dans la suite également les receveurs municipaux. On peut dire que l'administration au sein de ces conseils régionaux est en train progressivement de se mettre en place et dans une célérité qui peut-être consacre la volonté du pouvoir à parachever et même d'accélérer cette décentralisation. Ce qui permettrait, chers téléspectateurs, également de nous inviter sur le plateau à prendre la deuxième thématique et je pense en 25 minutes on aura le temps de faire le tour de la question pour également permettre à ceux qui nous écrivent de pouvoir vivre cette émission parce qu'ils sont très nombreux à nous avoir écrit déjà à cette heure de la soirée. La deuxième thématique porte essentiellement sur le coronavirus et on le sait, la question reste assez préoccupante. Que faut-il faire face au coronavirus? On observe, Joseph Boutouzi, que la pandémie reste assez visible sur le terrain camerounais. 1600 nouveaux cas de contamination confirmés par le ministre de la Santé publique. C'est quand même à craindre et c'est quand même assez problématique au moment où on parle davantage du respect des mesures barrières. Oui, c'est très encourageant le travail que fait le ministre de la Santé publique, qui est un travail d'information, parce que ce travail d'information permet de mettre les gens en veille. Parce que lorsqu'une société n'est plus en veille, tout peut arriver. Et je félicite ici le ministre Malachi Manaouda de se prêter à chaque fois à ce jeu d'informer les Camerounais. J'observe aussi que on a eu beaucoup d'inquiétudes, non seulement de façon générale sur l'Afrique, mais de façon particulière en ce qui concerne notre pays, et que les pouvoirs publics ont fait tout ce qui était alors possible pour que cette pandémie n'atteigne pas des effets tels que nous avions observés en Occident, qui sont à l'avance sur la technologie sanitaire par rapport à nous.
Et c'est quelque chose que je mets dans le crédit du gouvernement aussi, et c'est l'occasion pour moi, une fois de plus, de féliciter le ministre Malachi Manaouda. Maintenant, il y a une deuxième vague qui arrive. Tout ce que nous pouvons demander aux Camerounais, c'est de continuer à respecter les mesures barrières, parce qu'il y a eu une forme de relâchement après la calmie qu'il y a eu en Occident, parce que dès que les confinements se sont levés un peu de partout là-bas en Occident, c'est comme ça a donné un signal chez nous, comme si la maladie était déjà en train de finir, parce que finalement nous remarquons que nous évoluons un peu aussi au rythme des autres, parce que là-bas ils sont confinés, là-bas ils portent les masques, mais c'est là-bas aussi qu'ils sont de plus en plus contaminés. Moi je me suis souvent posé la question, comment des gens qui sont confinés, c'est-à-dire que les barrières sociales sont au plus haut niveau, et qui en plus portent les masques, se trouvent toujours à être contaminés en milliers tous les jours. Alors, est-ce que ces barrières sociaux, ces confinements, ces masques, c'est véritablement la solution? Je n'en sais rien. Comme je ne peux pas parler avec autorité dans le domaine et que tout est indiqué que nous devons respecter ces mesures barrières, tout ce que je peux demander donc à mes compatriotes pour que nous continuions à garder le cap, c'est-à-dire ne pas atteindre le niveau de mortalité et de maladie qu'il y en a ailleurs. C'est létalité assez faible, de morbidité également liée à coronavirus. Seulement, une question reste tout de même en suspens. Est-ce que tout a été fait pour freiner la propagation du coronavirus au Cameroun? Oui, il faut dire que le gouvernement en place a fait ce qu'il pouvait faire, mais nous estimons que c'est insuffisant. Parce que dire qu'ils n'ont rien fait, c'est être de mauvaise foi, mais c'est très très insuffisant. Pourquoi je le dis? Parce que on ne peut pas être en train de vouloir lutter contre la COVID-19 et on laisse fonctionner les bistrots et les bars 24 heures sur 24. On ne peut pas être en train de vouloir lutter contre la COVID-19 et on ne réussit pas à faire des tests massifs. Parce que le chiffre que vous donnez, ça c'est le dépistage des volontaires. Mettez vos marchés centrales, faites des tests massifs, vous allez voir que le taux de prévalence va forcément augmenter. Donc, déjà, il faut que l'État en place, qui est garant de la santé publique, double les efforts. Vous voyez un peu. Tout à l'heure, lorsqu'il parlait, il disait qu'il ne comprend pas pourquoi les gens qui sont confinés sont toujours contaminés. L'avantage que nous avons ici, et qui semble faire la paix du gouvernement camerounais, c'est que le Cameroun est juvénile à près de 70%. C'est un avantage. Deux, nous avons un climat qui n'est pas très favorable au virus, parce que vous savez, les virus se développent dans le milieu humide. L'Afrique, la position du Cameroun avec la chaleur, ça peut aussi jouer en notre faveur. Donc, c'est une affaire d'avantage naturel. Mais cela n'en demande pas moins que nous devons multiplier des mesures barrières. Nous devons multiplier, par exemple, le cash qu'on devait distribuer, qu'on devait annoncer qu'on devait distribuer en public. On n'a jamais fait cela. Donc, les chiffres qu'on nous donne aujourd'hui, moi j'ai toujours dit, ce sont des chiffres tronqués parce que ce sont des volontaires. Si vous mettez au marché central, vous aurez des gens contaminés du Covid. Parce que ailleurs, on oblige les gens à se faire dépister. Par exemple, au départ, il y avait Yaoundé Douala, c'était les 2 poches de contamination. Mais qu'est-ce qui empêchait les voyageurs entre Douala et Yaoundé? Pourquoi on les obligeait pas à faire des tests de dépistage, que ce soit pour entrer à Yaoundé ou pour sortir, ainsi de suite à Douala. Mais on laissait les gens aller, et de là, la contamination a progressé jusqu'au nom Babemba, et ainsi de suite. Donc voilà un peu ce qu'il faut faire. Nous ne devons pas passer le temps à dire mesures barrières et on reste là. On commence par dire, pour aller à Yaoundé, vous devez passer par un test. Du moins dans tous les voyages, au moins on va avoir un point focal des tests pour que un agent de voyage puisse nous vendre le billet, comme on demande le résultat du test. Un peu comme on fait avec les vols. Bon, vous trouvez que c'est pas possible. C'est une proposition en matière de lutte contre la pandémie Covid-19. Alors, qu'est-ce qui justifie le relâchement des mesures barrières dans notre société camerounaise? Le chef de l'État n'a cessé de le marteler. Il l'a rappelé le 31 décembre 2020 dernier. Pratiquement,
on ne constate pas, on ne remarque pas ce respect des mesures barrières dans les lieux publics. Même, on a enregistré au début de l'année scolaire, ou du moins après les fêtes de fin d'année, des cas de contamination dans les établissements. Ce qui pourrait justifier justement qu'il faut davantage respecter ces mesures barrières. Mais pourquoi ce relâchement? En fait, nous sommes un peu embêtés de constater qu'un pays comme le Cameroun, qui a vécu une situation comme celle de la Covid, n'est pas sorti des statistiques. C'est bien qu'on nous dise il y a 28 000 personnes qui ont été contaminées. 28 000, c'est le plus fort taux en Afrique centrale. Oui. C'est bien qu'on nous dise ceux qui sont décédés, mais quels sont ceux qui ont été contaminés? Quelles sont les méthodes qui ont été appliquées? Quels sont les traitements qui ont été appliqués? S'il vous plaît. Allez-y, monsieur Rantandi. Pour faire le bilan d'une première phase et voir comment est-ce qu'on se projette sur une deuxième phase. Il y a un expert en management ici. Il sait très bien que lorsqu'on part d'une première phase comme celle-là, on fait le point, on tire le bilan pour se reprojeter. Maintenant, nous sommes parfaitement d'accord que les mesures barrières reviennent. Mais ça aurait été bien quand même qu'on capitalise sur un certain nombre de choses qui ont fait la force de notre pays durant la première phase. Nous savons qu'il y a eu des solutions endogènes qui ont été proposées. Qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'on a pu capitaliser? Nous savons qu'il y a eu des respirateurs qui ont été fabriqués par des jeunes Camerounais. Qu'est-ce qu'on en a fait? Il y a des solutions qui ont été proposées en termes de drones pour contrôler la température des populations dans les grands espaces. Qu'est-ce qu'on en a fait? Si on ne peut pas tirer les conséquences de tout cela, si on ne peut pas capitaliser sur tous les points forts qui ont permis au Cameroun, parce qu'il faut le dire, le Cameroun quand même a pu tirer son épingle du jeu, malgré le taux de contamination qui a été très fort à un moment donné, mais il a pu tirer son épingle du jeu. Donc on devrait faire le point de tout cela avant de se reprojeter. Mais pour répondre à la question du découragement des populations, le gouvernement est le premier à nous distraire. Comment ça? Lorsque votre ministre en charge de la santé, notre ministre, vous êtes aussi. Mais je n'ai pas fini ma phrase. Lorsque votre ministre en charge de la santé, qui lutte contre la Covid, la pandémie, c'est contre lui que vous menez des enquêtes pour savoir ce qu'il a fait des sacs de riz. À qui est-ce qu'il les a donnés? Mais c'est un désaveu. Vous l'écartez de l'objectif principal qui est la lutte, le contrôle, la gestion de la lutte contre le Covid pour le distraire vers des secteurs qui n'ont pas d'importance. Qu'est-ce qu'on recherche là-dedans? À démontrer effectivement qu'il n'a pas bien fait son travail. Et à faire quoi? À le mettre de côté. Pourtant, c'était le moment de le concentrer sur l'essentiel qui est la lutte contre la Covid. Donc le gouvernement lui-même est complice de cette histoire. Et on l'a vu à travers des hommes politiques véreux, complices de cette attitude-là, qui ont commencé à sortir un certain nombre d'informations et qui le font toujours et à dessein. Ceux-là qui ne prennent jamais la parole au niveau de l'Assemblée nationale, mais qui viennent faire des sorties toujours dans les médias. Donc, pour poser la question, même le peuple comprend qu'il n'y a plus rien à faire, que nous sommes passés à autre chose. Donc, nous devons revenir sur l'essentiel. Donc, les mesures barrières, effectivement, nous devons les respecter. Et maintenant, prendre nos solutions qui nous ont permis de nous en sortir. On en parlera dans quelques instants. Alors, César Moringomo, est-ce qu'on a détourné l'essentiel, l'objectif de l'essentiel? C'est ce que pense dire Vincent Yéder. On a écarté le ministre de l'objectif principal qui est la lutte contre la pandémie Covid-19 à l'effet des problèmes soulevés sur la gestion justement des fonds Covid en rapport avec la pandémie coronavirus. Pour lui, c'est ce qui justifie que les populations ne respectent pas
les mesures barrières. Oui, Monsieur Frédéric, votre question à l'introduction de cette deuxième thématique a tout son sens dans la mesure où pourquoi les Camerounais semblent ne pas respecter. Et je pense que nous avons plusieurs raisons. Des raisons qui, au début de cette pandémie, donnaient l'Afrique mal partie. Et nous avons eu des différents compatriotes et également l'État du Cameroun a pris la problématique très au sérieux. Et nous avons vu des solutions sorties de gauche à droite, qu'elles soient modernes, qu'elles soient indigènes pour la plupart. Indigènes, nous avons vu des mesures barrières être respectées, n'en déplaise à ceux qui souhaiteraient toujours qu'on ait des fermetures des bars et même des écoles, des marchés. Mais l'État a pris le risque de pouvoir laisser libre à ces populations de vaguer à leurs occupations, mais tout en respectant des mesures barrières. Résultat, le Cameroun devient l'exemple à copier. L'OMS en a témoigné, toutes les institutions mondiales en ont témoigné, et même les hôpitaux cherchent, les lits d'hôpitaux cherchent malades Covid, les respirateurs cherchent malades Covid au Cameroun. Et oui, les chiffres montent, il faudrait pas, n'allons pas dans la folie des chiffres, mais je vous dis que les respirateurs, la réalité aussi que les respirateurs au Cameroun cherchent malades Covid. Les lits d'hôpitaux cherchent malades Covid. Tout simplement parce que le Cameroun, du centre des opérations du genre de santé publique, fait état de ce qu'on compte à ce jour 39 malades qui se trouvent dans les hôpitaux et sous assistance respiratoire. C'est des alertes qui devraient conduire chaque Camerounais qui ne prend pas les précautions de pouvoir se laver les mains, de mettre son masque, de pouvoir dire tiens, il y en a qui... Justement, sur la question, ils sont bien en fait qu'ils ne respectent pas du tout. Oui, mais le plus important, ceux qui ne respectent pas, je pense qu'ils ont une bonne raison. Pas une bonne raison, ils ont une raison qui l'a conduit à ce que, pour mon cas, je pense que pour avoir utilisé la potion de grand-mère, et il faudrait bien encourager le ministère de la Recherche scientifique qui nous a encouragé chacun à pouvoir avoir un petit artémisia dans son petit jardin. Je pense qu'il y a autant de mesures comme celle-là. Nous avons la potion Cléda, nous avons 1000, même à grand-mère au village, vraiment. Et il y a 1000 solutions. Vous allez là en Colombie, à ABC, on vous sort des potions. Et ça aide des millions de Camerounais, il faut pouvoir le dire. Et maintenant, je pense que pour la plupart qui en sont bénéficiaires de ces différentes potions, ils se disent, de toutes les façons, j'ai le remède. Et attention, je sors de la première mi-temps de Cameroun, de Tanzanie, le match qui se joue actuellement. Il faut remarquer que depuis le début du champ, et ça c'est aussi un grand exploit que le Cameroun a réussi par rapport à la situation du Covid. Vous n'allez trouver au Cameroun les institutions, les établissements, les milieux populaires, au moins chacun a un bac où on peut se laver les mains, un gel, on exige des masques. Les Camerounais de temps en temps ont vraiment pris conscience et je pense que ça contribue énormément, même s'il y a un certain relâchement dans les respirations de mesures barrières. Oui. Il faut saluer l'effort des Camerounais qui a réussi à braver la situation. On parle de cette lutte contre le coronavirus. Les ministres de la Santé de la sous-région Afrique centrale sont réunis par visioconférence. La rencontre est présidée par Dr Mamadou Damanachi, ministre de la Santé du Cameroun. Et tous ont conclu qu'il faudrait que les États africains, notamment ceux de la sous-région, optent pour la mise à disposition d'un vaccin, notamment celui qui est disponible aujourd'hui dans les laboratoires européens. Et il faut trouver les moyens pour aller l'acheter. Est-ce la solution pour contenir la nouvelle flambée du coronavirus qui s'annonce, notamment avec cette nouvelle souche qui semble plus dangereuse et plus meurtrière?
Oui, vous savez, depuis la nuit des temps, les vaccins existent. Moi, depuis mon enfance, j'ai eu à prendre plusieurs vaccins déjà même. Sûrement quand j'étais bébé, ma mère m'amenait déjà en vaccination. Je suis devenu grand, moi-même je me faisais vacciner. Mais comme nous sommes maintenant dans un environnement où les médias et les réseaux sociaux peuvent influencer les gens et contrôler les consciences, on peut maintenant avoir des choses à dire sur les vaccins et inquiéter les populations. Mais moi, je continue à penser que les vaccins sont produits de bonne foi, c'est-à-dire pour protéger les êtres humains contre les effets néfastes des maladies. Parce qu'il y a tellement de choses qui se disent tout autour du vaccin, au point où on ne sait même plus qui écoute. Maintenant, si j'avais une position à titre personnel à donner là-dessus, je dirais que puisque c'est une maladie qui a été importée chez nous et qui ne sévit pas encore de façon assez grave, que les premiers porteurs de ces vaccins outre-Atlantique commencent d'abord à tous se faire vacciner. Peut-être quand tous se seront vaccinés là-bas et qu'ils seront tous bien portants, ils ne vont pas revenir ici avec cette maladie pour continuer à nous contaminer. Et que les quelques malades donc qui auront guéri, puisque nous verrons aussi que les gens guérissent de façon assez rapide chez nous, auront guéri. Voilà, auront guéri, et nous ne serons plus sous la menace de cette maladie. Parce que à notre situation actuellement, nous on considère que ce n'est pas encore inquiétant parce que le nombre de contaminés, je ne parle pas de malades parce qu'il faut toujours faire la différence. Quand on dit 28 000 contaminés, ça ne veut pas dire que 28 000 malades. Le nombre de contaminés qu'il y a au Cameroun depuis que ce virus est arrivé dans le monde, on a vu dans certains pays où cela se faisait en une journée. Hein? Voilà, vous voyez. Ça veut dire que les Occidentaux qui ont plus de moyens que nous se vaccinent, qui guérissent et qui nous apportent toute la maladie. Et les quelques malades qui sont ici, chez nous, au Cameroun et en Afrique, finiront par guérir et on n'aura plus cette maladie, plus c'est une maladie importée. Alors Serge, est-ce que la solution de la lutte contre le coronavirus en Afrique centrale, et notamment au Cameroun, qui a opté pour le vaccin, est justement le vaccin? Oui, je vais d'abord répondre à monsieur. Mais je ne voulais pas que vous répondiez à monsieur. Il ne peut pas se réjouir car nous sommes le pays le plus contaminé de l'Afrique centrale, vraiment. Il ne peut pas se réjouir, c'est pas bon. Et c'est le RDPC qui a contaminé. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, vous ne pouvez pas vous réjouir quand vous êtes le pays le plus contaminé en Afrique centrale. C'est le bon sens. Oui, mais le pays le plus contaminé. Je voulais simplement. Oui, mais allons sur les statistiques. Je vous ai demandé, essayez de faire un test massif au Cameroun. Vous allez comprendre que le taux de prévalence dont vous dites sera plus élevé. C'est ça le défi. Ça, on a passionné aussi le diamant sur le mur. Le diamant sur le mur aussi. Juste une seconde. Vous n'avez pas interpellé. C'est son temps de parole. S'il vous plaît. Est-ce que le vaccin est la solution au coronavirus au Cameroun et à l'Afrique centrale? Oui, on peut passer par là. Mais seulement, vous savez, le vaccin, il y a des gens qui ont la phobie du vaccin de façon empirique. Par rapport à ce que d'autres vaccins ont créé, nous savons généralement qu'il y a des vaccins qui ont sauvé toute une population. Et il y a des vaccins qu'après sortir du laboratoire, on était obligé de retirer sur le marché. Donc moi, en ce qui me concerne, je souhaite que le gouvernement camerounais puisse expérimenter ces vaccins et démontrer que ça fonctionne avant qu'on puisse inoculer dans la chair des Camerounais. Parce que la célérité avec laquelle on a fabriqué le vaccin de la Covid, ça m'inquiète. Parce qu'il y a eu des maladies. C'est ce que les scientifiques avaient annoncé. Oui. Au début de la maladie, on parlait de 6 mois pour trouver un vaccin. Et la maladie a commencé en fin 2019. Pratiquement un an à peu près, on a pu produire un vaccin qui est fiable à 75% dans certains cas et 90% dans certains autres cas. Un mot est un mot. Ça veut donc dire que quoi? On ne peut pas essayer un vaccin avant de voir le résultat. Nous savons que nous avons des animaux proches de l'homme. Qu'on puisse expérimenter ce vaccin en rang public ou de façon fiable afin d'inoculer dans la chair des Camerounais. Parce qu'il ne faudrait pas que nous soyons des tubes à essai.
ou bien des cobayes qu'on vient essayer sur nous. Il faut d'abord qu'on expérimente ce vaccin. Moi, j'insiste là-dessus. Il ne faudrait pas qu'après 5 ans, qu'on voit des dégâts, on commence à dire « Oh, nous sommes trompés, il faut retirer ça sur le marché », alors que ça a paralysé beaucoup de personnes. Voilà la solution que je peux proposer. Cette inquiétude reste celle des ministres de la Santé qui ont dit poursuivre les essais autour de la molécule à implémenter ou alors à inoculer aux populations de la sous-région d'Afrique centrale. Mais avant, Vincent Yédé, quelqu'un a parlé tout à l'heure des méthodes grand-mères. On en a au Cameroun, on en a dans d'autres pays. D'ailleurs, peut-être ces méthodes ont permis de freiner la propagation de la maladie dans notre communauté et dans nos communautés en tenant compte que les mesures barrières ne sont pas du tout respectées, mais qu'on n'en risque pas une flambée en termes de contamination. Mais pourquoi ne pas peut-être capitaliser sur ces méthodes-là? Bien plus encore, on a une méthode, une stratégie qui a été proposée, celle de l'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Samuel Kleda, qui semble être désormais oublié. Pourtant, il a bénéficié des subventions de l'État pour mettre en œuvre sa déconstruction, si on peut l'appeler ainsi. En fait, la question nous ramène à remettre au bout du jour les options de ceux qui nous gouvernent. Parce que, de par leur attitude, vous voyez très bien qu'ils sont totalement muets sur les solutions endogènes. Ils n'y ont jamais communiqué à propos. Mais une fois qu'une solution arrive de l'extérieur, comme si elle leur était imposée, tous se mettent en bande. Écoutez, ce débat que nous faisons ici, il a lieu d'être. Et il doit se faire. Est-ce que les Camerounais sont prêts à accepter le vaccin? Pourquoi est-ce qu'on ne nous pose pas la question? Pourquoi faut-il que le ministre aille en téléconférence avec ses compères de la FIS centrale pour décider de ce qu'ils doivent administrer aux populations, comme si la population n'avait rien à dire? Nous ne pensons pas que la situation soit aussi grave actuellement au Cameroun, au point qu'il faille absolument vacciner les populations. Un vaccin qui a été trouvé en 5 mois seulement. Vous savez, les vaccins les plus rapides ont fait 3 ans. Et on a pris le temps de faire des essais, voir les différents effets secondaires. Qu'en sera-t-il des Camerounais qui prendront ces vaccins demain? Et si on découvre après que l'un des effets secondaires de ces vaccins, c'est la stérilité, qu'est-ce qu'on va faire? Si ces vaccins, au finish, vont finir par rendre les jeunes Camerounais qui vont en être procurés stériles, je n'ouvre pas le débat ici sur tout ce qui peut se cacher derrière les vaccins. Vous savez qu'on a voulu imposer les vaccins dans nos écoles, à nos enfants. Les parents s'y sont opposés et le ministre a fait un rétro-pédalage là-dessus. On n'a pas fait notre plan. On a vu qu'un recadrage. Les vaccins sont disponibles pour les formations, pour le système éducatif. Maintenant, il est demandé aux responsables de santé de prendre d'abord attache avec ces établissements-là pour permettre d'assurer la vaccination des enfants dans les salles de classe. Ça dire que les vaccins ne sont pas obligatoires. Oui. C'est pour ça qu'on connaît tout ce temps-là. Non. Ça n'avait pas été dit avant. Et ce qui se passait, c'est qu'on obligeait les enfants à être vaccinés. C'est après la réaction des parents. C'est pour ça que je parle d'un rétro-pédalage où le ministre a été obligé de faire cette précision-là et de dire que les vaccins ne sont pas obligatoires. Donc pour ma part, je pense très sincèrement qu'on ne devrait pas aller trop vite en besoin. Nous n'avons pas fini d'explorer ou de prendre à notre avantage toutes les solutions endogènes. Nous avons tous pris les recettes de grand-mère. Nous avons tous, même au niveau de la clinique, on maîtrise bien ça. Nous avons Monseigneur Kleda. Et le médicament qu'il a est en même temps préventif que curatif. Mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Pourquoi se précipiter? Rappelez-vous qu'il y a des puissants enjeux financiers là-dessus. Le Cameroun commence à chercher des financements. Où est-ce qu'il prendra des financements pour trouver ces vaccins?
nous avons de l'autre côté le Boko Haram. Nous avons la crise du Nozo où le Cameroun est en train de s'épuiser financièrement. Qu'on a encore endetté le peuple camerounais pour chercher les vaccins, nous disons non. La solution du vaccin semble ne pas être forcément la bonne pour lutter contre le coronavirus. Vous avez parlé des méthodes grammaires. Pourquoi ne pas rester sur cette logique-là, peut-être l'étendre sur le plan sous-régional et continental, puisque vous avez dit que le Cameroun a été salué dans sa méthode et sa stratégie de maîtrise jusqu'ici de la pandémie coronavirus. Oui, il faut le souligner avec emphase. Mais je voudrais attirer l'attention de mon voisin lorsque il dit que le Cameroun a le plus fort taux de contamination dans la CEMAC. Mais le Cameroun, c'est près de 30 millions d'habitants. Nous avons deux voisins qui sont à 500 000, autres à peine 1 million d'habitants. Et les autres, si je les comptabilise, je ne pense pas qu'ils atteignent, tout le reste de la CEMAC atteigne la population camerounaise. Et sur un plateau, lorsqu'on vous dit que le Cameroun a le plus fort taux de compte, est-ce que vous avez tenu compte de cela? Oui, c'est la statistique. Non, il faut pouvoir le préciser. C'est la statistique sur le Nous n'avons donc pas faire une comparaison avec un pays qui a 30 millions d'habitants, un pays qui a 500 000 habitants. C'est faux ça. C'est-à-dire, on fausse le débat. Maintenant, pour revenir sur les méthodes préventives, je pense que c'est un choix. Le Cameroun n'est pas un pays qui vient en autarcie. Nous sommes dans un monde globalisé. Et la solution du vaccin, elle est offerte à qui peut s'en approprier. Mais je pense que là aussi, nos médias doivent jouer leur rôle. Lequel? Celui de dire au Cameroun, un ministre de la Recherche scientifique et technologique a dit Artemisia est une solution. Celui de dire qu'au Cameroun, nous avons un archevêque métropolitain qui a trouvé une solution aujourd'hui qui a 100% de guérison. Celui de dire que la potion de grand-mère au Cameroun a connu 200% de succès. Celui de dire au Camerounais, si tu meurs de coronavirus, c'est parce que tu le veux. Tu as des solutions à t'apporter. Si tu as les moyens de t'offrir un vaccin, offre-le. C'est important de pouvoir le souligner et de le dire aux Camerounais. Nous ne disons pas que le vaccin, ce qu'ils trouvent important d'aller prendre et qu'ils peuvent l'avoir apporté, qu'ils aillent le prendre. Mais moi, je suis membre du RDPC, je suis un élu local. Ce que je conseille à mes populations, il y a la solution de mieux la recherche scientifique et technologique, il y a la solution de l'enseignant qui est là, il y a la solution de nos grands-mères, il y a la solution naturelle. Il n'y a pas de solution vaccin. Je prends le RDPC. Moi, j'ai dit moi, Ngouamou Honoré César, pas du RDPC. Je parle de Ngouamou Honoré César. Et l'option qui est prise par le gouvernement camerounais, c'est n'a pas donné une position par rapport à ce problème. Puisque l'option du gouvernement, c'est le vaccin. C'est l'option du gouvernement. C'est une des options. L'option est l'une des options parmi tant d'autres. Le ministre l'option de l'OMS, c'est le Cameroun. L'option du gouvernement. Oui, mais ce n'est pas une pour acheter l'option du Cameroun, que ce soit celui de la recherche scientifique et technologique, qui est un ministre camerounais, celui de l'enseignant qui est là, qui a été accompagné par et reçu par le premier ministre camerounais et les institutions et qui a été financé, accompagné, celui des différents thérapeutes qui ont été reçus par nos institutions et qui ont été accompagnés. Il faut le dire aux Camerounais qu'il y a cette multitude d'options qui est offerte. Mais celle qu'on veut prévaloir, qu'on veut mettre parce que ça apparemment ça donne beaucoup plus d'argent, c'est celui du vaccin. Le Cameroun n'est pas un pays qui vient à l'autarcie. Si la solution du vaccin est là, le Cameroun s'allie aussi pour dire que oui, celui qui veut prendre le vaccin, le Cameroun peut pouvoir l'offrir. Sans avec cette question. Pour trouver ce vaccin, il faut beaucoup d'argent. Le Cameroun n'a pas cet argent. Comme ces pays africains-là, de la sous-région Afrique centrale, il faut aller chercher cet argent auprès des bailleurs de fonds. Le Cameroun, comme ces pays-là, ont déjà pas mal de problèmes. N'est-ce pas une mauvaise stratégie que d'aller collecter un peu d'argent pour s'offrir ces vaccins et des vaccins qui seront à la disposition des populations? Encore qu'on annonce que les premiers vaccins pourraient être disponibles soit en juin
soit en décembre 2021. Oui, enfin, moi je soutiens le gouvernement dans ses options, ses orientations. Ça fait beaucoup d'orientations, beaucoup d'actions. Je sais que le gouvernement ne peut prendre des décisions qui ne concourent qu'au bien-être des citoyens. Bon, j'ai donné mon avis sur le plan personnel tout à l'heure. J'ai dit que les Occidentaux, qui sont plus malades que nous, finissent d'abord de se vacciner. Lorsque nous allons évaluer les résultats de ces vaccinations chez eux, voilà, on pourra revenir au Cameroun, se faire vacciner en toute quiétude. Pour le moment, nous ne sommes pas encore dans une situation inquiétante. On n'a que 28 000 cas qui correspondent à une journée de contamination dans d'autres pays. Bon, maintenant, lorsque ça sera véritablement nécessaire que la population camerounaise se vaccine et que le choix du gouvernement va te porter là-dessus, moi je suis en soutien du gouvernement camerounais. Je serai toujours la vaccination. Vous savez qu'il y a des gouvernements assez difficiles de vaccination. Donc quand on fait la vaccination contre la poliomyélite, on enregistre que les statistiques, les objectifs sont très loin d'être atteints sur le terrain. Parce que les parents ont des approches ou des perceptions. Il y a ces vaccins qui ont totalement annulé certaines maladies en Afrique, un peu le cas de la poliomyélite. Il n'y a plus vraiment de cas de polio au Cameroun maintenant. Mais je voudrais savoir quand même signaler que nous ne sommes pas dans un environnement fermé. Nous sommes un pays qui interagit avec d'autres pays. Et dans ces conditions-là, il y a des Camerounais qui doivent se déplacer pour aller dans d'autres pays du monde entier. Et là, il faudra donc maintenant poser ce problème sur le plan international. Est-ce que les autres, lorsque nous, les Camerounais, nous allons refuser le vaccin ici, est-ce que les autres vont nous accueillir chez eux quand eux se seront vaccinés et que nous, on aura refusé les vaccins ici? Voilà, donc c'est ces problèmes-là qui sont du niveau macro, et vous savez que l'État ne résout le problème que sur le plan macro. Voilà, ces problèmes qui sont donc du niveau macro doivent donc bien être observés par l'État. J'ai fait confiance au ministre de la Santé publique qui manifestement a montré que la jeunesse pouvait atteindre des résultats probants dans notre pays. Et je sais qu'il ne pourra jamais conduire le peuple camerounais vers des destinées qui lui sont malheureuses. Alors on va prendre des SMS et téléspectateurs. Bonsoir à tous. Cette émission vient vous dire monsieur Okoye qui se plaint qu'on ait laissé ouvrir le bar le jour où ces bars avaient été fermés. Les mêmes ont tiré sur le gouvernement de la République. Le jour où on a levé la fermeture des bars, ils ont crié au scandale en disant comment peut-on fermer les écoles et ouvrir les bars? Pourtant, ils les ont tous ouverts avec le sourire. Avez-vous vu un seul propriétaire dit, moi j'aime les Camerounais, je ne voudrais pas les exposer au Covid-19, donc je laisse mon bar fermé, personne ne la ferme, et il vient nous dire ce qu'il dit là sur le plateau de pollution. C'est pas du tout ça, mon cher ami. Il ne s'agit pas de trouver matière à tout contester dans notre pays. C'est dommage que l'opposition camerounaise nous serve cela au quotidien. Message qui nous a été envoyé. Bonsoir M. Moutonnet, pour une fois, je crois. Alors, le message est celui du vindictive contre les journalistes. Il estime que les journalistes ont joué le jeu de ces firmes pharmaceutiques qui ont encouragé les États, notamment sud l'Afrique centrale, à aller vers ce vaccin. Il dit d'ailleurs qu'il faut juste que je ne sais pas pourquoi on devrait parler encore du coronavirus. Il faut juste que les notices répondent aux questions dont ils n'ont pas forcément à la maîtrise. En fait, quelle est davantage la problématique qui devrait être celle des Camerounais, celle d'être en santé ou de continuer à rester malade. C'est la question posée par ce téléspectateur ce soir. Bonsoir à vous,
sur le plateau. Très belle émission. C'est depuis plus de 36 ans que le RDPC ment sur les plateaux de télévision, même si je mets le mot ment, le verbe entre guillemets, et ils sont davantage pleins dans les prisons. Il va plus loin en disant que le RDPC nous donne de l'eau, de l'électricité et d'arrêter de ne pas tenir les promesses faites pendant les campagnes, plutôt de venir sur les plateaux de télévision, détourner le débat. Nous sommes fatigués de suivre vos mensonges, mais tout de même, nous pensons que vous restez les seuls qui pouvez encore nous servir ce qui est potable face à une opposition assez handicapée. Bonsoir à vous sur le plateau. Juste pour dire à l'élu de la 3e qu'il fait juste dans la démagogie. Le sous-préfet valide ce que le conseil municipal a voté sans signature. Rien ne bouge. Le président du conseil régional ne doit pas se faire installer par le gouverneur. C'est encore une forme de domination et d'ingérence dans les affaires des conseils régionaux. Les textes n'ont pas prévu ou n'ont prévu cela nulle part que le président soit ou doit être installé. C'est ce qui est dit dans cette réaction de Cyril qui nous a écrit depuis Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Bonsoir à vous sur le plateau. Le débat sur l'installation des présidents des conseils régionaux par le gouverneur est loin d'être la réalité voulue par les populations. En fait, le territoire de l'État est unique. La région est un pan de ce territoire. Le gouverneur est le représentant du chef de l'État au niveau de la région. C'est donc à son bon droit que le gouverneur préside l'installation du président du conseil régional, Basile Junior Emma, qui nous envoie également son message dans le cadre de cette émission. Les collectivités territoriales décentralisées ne sont pas les États, donc le gouverneur installe le bureau de l'exécutif régional en tant que représentant du chef de l'État dans la région. Il faut aussi que le gouverneur représente le gouvernement et chacun des ministres, c'est Sébastien de Poubertois qui nous a envoyé son message dans le cadre de cette émission de ce soir. Autre réaction qui nous est parvenue dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous, c'est un message qui nous vient du Gabon. Bonsoir le plateau. Je n'ai jamais vu un vaccin africain, alors tous ceux qui refusent ce vaccin n'ont qu'à nous apporter la solution au Cameroun. Même un Bentikina devient spécialiste du Covid. C'est assez déplorable. Les vrais spécialistes nous recommandent d'aller vers le vaccin. Monsieur Mouchili Ousmane de Librairie Le Gabon qui nous dit la vaccination est véritablement une solution pour faire face à la pandémie Covid-19. Bonsoir, sujet riche. 6 chiffres aussi, ces chiffres sont assez effrayants. Pourquoi encourager autant de monde dans les stades pendant ce chant Augustin de Gloire qui pose la question dans le cadre de cette émission, surtout au moment où la pandémie Covid-19 continue à avoir des chiffres assez inquiétants. Bonsoir à vous, moi c'est Oumarou Malbouda de Batola dans la région du Nord. Je vous remercie davantage de soulever cette problématique sur le plateau ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Je ne sais pas qui forme les militants du MRC et je ne sais pas pourquoi ils ont l'ambition de toujours tout glancer. Pourtant il y a des efforts suffisants qui sont faits au quotidien. Ils sont même dans quelle sphère politique ils n'ont pas de représentants et même dans les bureaux de vote, l'élection qui disent avoir gagné, ils n'avaient pas de représentants, qu'ils partent se battre pour installer leur parti dans tous les territoires et même qu'ils essayent plutôt d'éduquer les masses davantage à comprendre leurs projets politiques. C'est Roger qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Au représentant du PCRN, le président de la République est installé par la chancellerie des ordres nationaux. C'est ce que nous disent les spectateurs, ce qui n'est pas forcément on lui remet simplement ses attributs, avant on ne l'installe pas davantage. Bonsoir monsieur, un moment je souhaiterais interpeller le panéliste sur la nécessité de se rapporter également, d'intégrer et de faire participer les populations face aux politiques de développement. Il faut un minimum de sincérité quand on parle de décentralisation, évitons dans le scénario qui ont cours dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. C'est M. Ndjor qui nous envoie également son message dans le cadre de cette émission. Autre chose, une autre réaction qui nous est parvenue, le gouverneur installe le président des régions, un point c'est tout, en raison de
ce qu'il est le représentant légal du président de la République. Salut, je suis Jean de Dieu depuis le Togo. J'aimerais savoir s'il est autorisé aux États de choisir le vaccin des pays de leur choix. Si oui, je conseille au gouvernement africain d'accepter celui de la Russie s'il est impératif de se faire vacciner. Merci à vous également de nous avoir permis d'apporter notre contribution dans le cadre de cette émission. Plusieurs autres messages continuent d'arriver, mais le temps imparti à ce programme est arrivé à son temps. Merci à vous tous, messieurs, et dans la région, devant le petit écran ou sur le smartphone. Donc, nous avons envoyé des messages. Merci de continuer à nous faire confiance le lundi, le mardi et le mercredi de 21h à 23h sur la télévision du Monde. Merci également à ces messieurs des formations politiques et même de la société civile d'être venus sur ce plateau. César Honoré Grand du RDPC, Serge Mbé du MRC, le consultant dans l'expert management était également là, Joseph Mbotouzé, mais aussi le conseiller municipal du PCRN de la 3e, Vincent Yédé, qui a continué d'assurer la diligence dans la fan zone dont il a la charge du côté de Yassa. C'était Chirac. Madame, monsieur, c'était votre dernière livraison de la semaine de Tout au clair. Merci de nous avoir accompagnés. Prenons rendez-vous la semaine prochaine, si plaît à Dieu, les 3 premiers jours de la semaine. Bonsoir à toutes et à tous.